Avant de commencer cet épisode, je voulais te rappeler quelque chose d'essentiel. En course à pied, rien ne remplace la progressivité et un accompagnement pensé pour toi. Depuis plusieurs années, j'aide des coureurs et des coureuses qui ont chacun leur réalité. Un boulot prenant, une vie de famille avec laquelle il faut souvent jongler. Des objectifs qui évoluent, parfois des doutes, mais une envie toujours présente de progresser sans se brûler les ailes. Mon approche, tu la connais. À travers le podcast, elle est à la fois humaine, pédagogique et centrée sur le plaisir. Concrètement, je crée ton plan sur mesure, adapté à ton niveau, à ton agenda et à ton rythme de vie. Pas de copier-coller, pas de pression. Juste une progression qui est construite, étape par étape, pour t'amener plus loin, plus sereinement. Alors si tu ressens le besoin d'un cadre humain, d'un accompagnement sportif qui respecte ta vie autant que tes objectifs, je serai ravi de t'aider à franchir un cap et de te coacher. Toutes les informations pour me rejoindre se trouvent dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Vous le savez, quand on prépare un objectif, il y a parfois des moments où tout bascule. Alors les jambes, elles répondent encore, mais dans la tête, on a parfois quelque chose qui commence à nous faire trembler. Alors depuis plusieurs semaines, vous le suivez avec intérêt, je vous embarque dans la vie de château. La vie de château, c'est ce projet autour du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, où j'accompagne Sophie, Marine, Emmanuel et Cédric. Alors ils avancent, ils s'accrochent, mais aujourd'hui, on ne va pas seulement parler de course à pied. On va parler des doutes, des peurs, de cette petite voix qui peut faire tout basculer. Alors pour cela, j'ai fait appel à Pierre, préparateur mental, pour qu'il puisse leur donner les clés et peut-être faire la différence le jour de la course. Parce que qu'il s'agisse du marathon de Cheverny ou d'autres courses auxquelles vous pourrez prendre part, chers auditeurs, il faudra bien plus que vos jambes pour aller au bout. Et si le mental, ça comptait vraiment, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, enregistré et réalisé en partenariat avec les organisateurs du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, que je remercie pour leur confiance. Et moi, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonsoir à tous, merci d'être présents au complet ce soir. Toute l'équipe de ce projet La vie de château du côté de Cheverny se trouve réunie pour déjà le 4e épisode de notre mini-série qui va nous conduire dans quelques jours maintenant, puisque nous sommes à 15 jours de ces compétitions qui auront lieu le 25 et 26 avril avec, je le rappelle, nos athlètes Emmanuel, Marine, Cédric et Sophie. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet ô combien important, à savoir la préparation mentale avec Pierre, que certains connaissent puisque Pierre est un des Patreons du podcast et également quelqu'un qui est certifié en préparation mentale. Donc, je vais vous le laisser tous les 4 pour que vous puissiez lui poser toutes vos questions, tout ce qui peut vous interroger à quelques encablures donc de cet événement. Et tout d'abord, Pierre, sois le bienvenu sur le podcast que tu connais de toute façon. Merci beaucoup et merci pour l'accueil et pour l'invitation. Et je vais essayer de répondre aux interrogations du mieux possible. Alors, on va faire un petit baromètre de vos états de forme, un petit baromètre de ce que vous avez pu faire depuis le dernier épisode enregistré il y a 15 jours. Et on va commencer par Sophie. Comment, Sophie, tu vas? Comment se passe la suite de cette préparation? Elle fait un gros pouce avec un clin d'œil, c'est que tous les feux sont au vert. Comment ça va depuis cette quinzaine écoulée? Comment se passent les entraînements du côté de Vichy? Ça va, je te remercie. Non, une fois de plus avec ton programme, là, on avance, on continue d'avancer. Et puis, au niveau de mon petit genou, ça va de mieux en mieux. Donc peut-être que je vais réussir à tenir ces 10 kilomètres. Là, les dernières sorties, elles faisaient combien à peu près? En termes de distance? La dernière, samedi, ça faisait 8,80. Bon, on en rajoute 1,2 km et tu seras à 10, donc oui. on tient le bon bout. On tient le bon bout.
Que dit ton kiné par rapport à tout ça? Est-ce que tu le vois encore ou est-ce que tu l'as Ah oui, oui. définitivement abandonné? Ah non, il est là. Non, il dit que ton programme est très bien et qu'on continue comme ça. Et puis, on verra le jour J comment je m'organise. Bien. Emmanuel, de ton côté, avec cette dualité entre le 10 km, des séances un petit peu rapides et la préparation de ce marathon de Saumur également. Bah moi tout va bien, toujours. Je cumule les deux, donc ça passe. Avec des belles sorties, hein. Ce que j'ai pu voir sur Haïdou, là, sur la semaine écoulée, les sorties longues s'enchaînent, pas de difficulté de mixer finalement les séances un petit peu spécifiques pour le 10 km et les séances marathon. Ça s'enchaîne bien. Bah je trouve, oui. Parfait. Marine, de ton côté, les séances de piste aujourd'hui, là, ce mardi 7 avril, est-ce qu'elles passent bien ou est-ce qu'il fait trop chaud quand même? Bonsoir à tous. La séance de piste, aujourd'hui, ça allait, avec quelques appréhensions suite à des difficultés physiques toute la semaine dernière avec le genou droit. A priori, j'ai un petit peu trop forcé lors d'un trail. Mais aujourd'hui, bizarrement, il n'y avait pas de douleur. Donc, j'ai eu très chaud, mais le corps a tenu. Donc, ravi, pourvu que ça dure comme ça jusqu'au jour J. Cédric, notre trailer futur marathonien, comment ça va du côté de la Moselle? Bonsoir à tous. Bah écoute, très très bien. Je vais très très bien. Tout roule comme d'hab, hein. Je fais en sorte que tout aille bien, du renfort, avec ton programme en plus à côté. Donc tout se passe très très bien. Je suis impatient d'arriver à l'échéance. Ça commence à me titiller là. Alors ça fera peut-être partie des questionnements hein, à formuler auprès de Pierre. Comment on gère finalement cette impatience à quelques encablures de la course? Mais tu as été raisonnable, Cédric. Hein. Seulement 2 minutes de dépassement sur la sortie de dimanche. 2h47 pour 2h45 prévu. Donc, on est loin des plus 1 heure d'il y a 15 jours. Ouais, c'est vrai que oui. Non, j'ai respecté, t'as vu. Et en plus, les chemins, c'était du bitume. Il n'y avait pas de chemin, c'était du bitume. Promis. Pas trop de dénivelé. Je suis allé vraiment... J'ai respecté cette fois. Je vous autorise un petit peu de sentier parce que du côté de Cheverny, c'est la particularité de ce marathon. Il y aura à la fois du bitume, mais également des chemins forestiers. Donc, tu peux, Cédric, aller un petit peu à l'écart du chemin de halage et des routes bitumées. Merci. Merci. Bon, Pierre, à ce que je vois, ils vont plutôt bien là, à quelques encablures de cet événement du côté de Cheverny. Qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur le plan de cette préparation mentale? Toi qui côtoies des sportifs, qui accompagnent et préparent des athlètes pour des compétitions, en quoi cette préparation mentale joue un aspect vraiment fondamental de la performance et des échéances qu'on peut se donner sur le plan sportif? Alors, selon moi, c'est vraiment un aspect qui est essentiel dans une prépa, quelle que soit l'échéance sportive, hein, que ce soit la partie physique, la partie nutrition et la partie mentale, et vraiment tout ce qui permet de modeler, on va dire, une préparation qui soit aux petits oignons pour arriver au top le jour J. Et alors là, à 15 jours de l'échéance, forcément, le gros du mental, normalement, il est déjà fait. Hein. Donc ça, c'est forgé petit à petit aussi sur toutes les séances que vous avez pu mettre en œuvre. J'écoutais dans certains épisodes que Cédric, des fois, les chemins de halage, effectivement, c'était un petit peu longuet. Tout ça, ça fait partie en fait de la préparation mentale. Sophie aussi, le fait d'avoir eu la blessure, c'est comment on va gérer ça, quelles craintes ça engendre, comment on réajuste les objectifs, ça fait aussi partie de la préparation mentale. Pour Emmanuel, sur l'aspect comment compiler les deux objectifs, forcément ça peut aussi poser des questions. Et puis Marine aussi, j'avais relevé 2-3 petits trucs sur un des épisodes où tu parlais de tes craintes et notamment d'arrivée dernière. Il me semble que c'est toi qui avais formulé ça. Oui, tout à fait. Voilà, donc ça fait aussi des choses, voilà, des craintes qui potentiellement peuvent se réveiller aussi petit à petit au fur et à mesure. Et l'avantage de la préparation mentale, c'est que des fois, ça permet vraiment de prendre ce recul et de se dire non, mais objectivement, où j'en suis, qu'est-ce que je risque à réussir ou à pas réussir mon objectif, etc., etc. Voilà. Donc là, vous arrivez dans cette dernière
dernière ligne droite où il y a des petits questionnements qui peuvent arriver, des petites sensations physiques un peu désagréables aussi. Donc voilà, si vous avez tout ça qui pointe le bout de son nez, n'hésitez pas à poser vos questions et puis après voilà, moi je pourrais peut-être vous apporter certaines réponses sur des petits tips et des petits conseils, on va dire. Au niveau du timing, Pierre, est-ce qu'à 15 jours de l'échéance, il est trop tard pour se pencher sur la préparation mentale et ce qu'elle peut englober comme tu viens de l'exposer? Ça peut être un peu tard. Surtout s'il y a des vrais blocages assez complexes, des craintes ou des peurs qui sont vraiment ancrées et qui vont nécessiter un travail. C'est un peu, si je faisais le parallèle sur la préparation physique, tout simplement, c'est comme si on se disait dans 15 jours je veux faire un marathon, mais je me suis pas préparé du tout. Bon, 15 jours ça paraît assez court pour préparer un marathon. Sur la préparation mentale, c'est pareil. Mais on peut quand même mettre en place 2-3 petites choses, se poser des petites questions qui vont permettre d'être réinvesti le jour J et pour la suite aussi. C'est-à-dire que la préparation mentale, c'est aussi sur l'après-compétition. Qu'est-ce qu'on en fait de des fois on a petite baisse de motivation, on va dire, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que vous avez déjà réfléchi, pensé à cette préparation mentale? Emmanuel, Marine, Sophie, Cédric. Est-ce que c'est quelque chose que vous ignorez totalement? Est-ce que vous pensez avoir le mental? C'est souvent la question qu'on peut évoquer. On dit, ce coureur-là, il a le mental. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre, quand on évoque cette boutade? Je vais faire une réponse un peu bateau, mais en fait, c'est vraiment propre à chacun. On va chacun avoir sa définition. Si moi de mon côté je vais pouvoir dire lui il a un super mental parce qu'il est capable de faire 200 bornes machin, ok, super, mais de mon point de vue le papa ou la maman solo qui arrive à compiler son entraînement, les enfants, son boulot et qui malgré tout se lance des objectifs même à 5 km, même à 10 km, peu importe, pour moi ça c'est une preuve de force mentale qui est assez forte. Donc voilà, chacun a sa définition. Le plus important, c'est d'être au clair avec sa propre définition de ce qu'est le mental. J'accompagne des athlètes qui me disent, notamment chez les débutants, parce que j'interviens beaucoup sur des personnes qui débutent aussi, et qui me disent non mais moi j'ai pas le mental pour courir 10 km. Ok, on va voir. on essaye. Donc quand je dis on essaye, c'est pas demain on y va. C'est dans 3 mois, on se dit tiens, on va le tenter. Et on voit comment ça s'imbrique, etc. Et j'ai souvent l'habitude aussi de dire que la vraie performance, c'est pas le jour J en fait. C'est tout ce que vous allez mettre en place avant. Parce que ça, c'est costaud en général. Donc tu es plutôt adepte du cheminement et que la course en elle-même soit la récompense ou du moins la représentation de tout ce qui aura été répété en amont lors des séances d'entraînement, lors de ces séances également de préparation mentale. Oui, c'est ça. Moi, je pars vraiment du principe que le bien-être global va servir la performance et non pas l'inverse. Sinon, on va passer notre temps à courir après une performance qui est censée nous rendre heureux, ou en tout cas heureux, en tout cas bien. Et je préfère qu'on aille d'abord s'appliquer à mettre toutes les briques du bien-être pour aller potentiellement chercher une performance. Et ce sera juste la cerise sur le gâteau. Ou la cerise sur le gâteau, j'aime bien cette image. Comment vous le percevez, cet aspect mental dans vos différentes préparations? Emmanuel, Marine, Cédric et Sophie. Est-ce que vous l'avez déjà intégré ou est-ce que c'est quelque chose de totalement nouveau auquel vous n'avez jamais songé? Moi, c'est totalement nouveau. Un peu pareil, ouais. Je disais que pour ma part, la préparation mentale, c'est toutes les semaines depuis qu'on a été choisi. C'est se forcer à aller s'entraîner même quand il pleut. C'est encore comme aujourd'hui, quand je sais que ça va être des séances qui vont être compliquées, c'est s'accrocher même si on croit qu'on va pas pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est un petit peu tout ça. Donc, je pense que ça se forge au fil des semaines. Je suis assez d'accord avec ce qu'évoque Pierre, tout en gardant cet aspect joie qu'on doit garder le jour J, en fait. Et la cerise sur le gâteau me parle vraiment.
et se dire que vraiment on va au bout du défi et il n'y a pas d'échec dans tous les cas. Et même si on est dernière, pour le coup. Bah, je veux dire, voilà, moi perso, un peu comme Marine, je me prépare depuis le tirage au sort. Voilà, moi ça fait tilt tout de suite, hein, je prépare en général mes événements de cette manière. J'ai l'objectif dans la tête. Ensuite, après, j'essaie de le caler en me faisant plaisir. Je fais tout ça en me faisant plaisir, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, je vais y aller au mental, s'il le faut. Même si je suis pas trop... Enfin, voilà, pour moi, ça n'a pas une signification... c'est pas du forcing pour moi. Donc, le mental, pour moi, c'est normal, on va dire. Je vois ça un peu comme ça. Donc oui, pour moi, la cerise sur le gâteau, ouais, ça reflète exactement la finalité. Je veux dire, toute la préparation qu'on a, que ce soit physique ou nutrition ou mentale, ouais, c'est l'apothéose. Pour moi, voilà, passer la ligne, ça sera l'apothéose, ça sera vraiment la pépite. Je vois ça un peu comme ça. Pierre, est-ce que tu notes ce côté plaisir comme quelque chose d'important dans le profil de nos 4 athlètes ce soir? On l'a déjà évoqué sur des précédents épisodes où cette notion de motivation, cette notion d'avoir plaisir à enchaîner les séances et le fait qu'on se rapproche petit à petit de l'échéance, finalement ça les nourrit et on n'est pas à évoquer en permanence les chronos, la performance et ce qui peut ressortir dans beaucoup finalement de sportifs à travers les réseaux, c'est le chrono, la place. Là, on est vraiment dans ce côté plaisir. J'ai plaisir à m'entraîner, plaisir à sortir, même si, comme tu l'as dit Marine, et vous l'avez tous vécu, il y a des sorties où il a pas fait beau, où il tombait de l'eau, où c'était pas forcément facile. Malgré ça, ça avance. Est-ce que tu en es conscient? Est-ce que ça transpire de leur profil, Pierre? Bah là oui, alors chez Cédric oui, puisque tu l'as dit plusieurs fois. Du côté de Marine, Emmanuel et Sophie aussi. De toute façon, ouais, la notion de plaisir, c'est un moteur qui est hyper puissant. Si on prend pas de plaisir du tout dans la prépa, c'est quand même compliqué. Hein. C'est quand même sacrément compliqué. Et je crois que c'était le P qui manquait sur l'épisode précédent, il me semble. Enfin, qui manquait. Non. Qui a été évoqué en fin d'épisode, me semble-t-il. Et voilà, en fait, chacun a ses moteurs internes qui vraiment leur sont propres. Et la notion de plaisir, tu parlais de chrono tout à l'heure, quelqu'un qui veut faire moins de 5 heures, moins de 4 heures, moins de 3 heures, enfin peu importe, où son plaisir, c'est d'aller chercher le chrono, bah il y a aucun problème à partir du moment où c'est lui qui a décidé, ou elle qui a décidé où se situait sa notion de plaisir. Mais voilà, et ça c'est un des boulots de la préparation mentale dès le début de l'accompagnement, c'est d'essayer de se dépatouiller un petit peu dans tout ce qui est rêve, objectif, machin, etc. Et surtout d'aller pointer les moments de plaisir et les moments de déplaisir. Qu'est-ce qui nous plaît pas dans notre pratique? À quel moment, voilà. Quelles sont les conditions météo qu'on n'aime pas? Tout ça. Ça fait vraiment partie du boulot de l'accompagnement. Est-ce qu'on peut leur poser la question? Qu'est-ce qui leur plaît et qu'est-ce qui leur déplaît dans leur pratique aujourd'hui? Emmanuel? Ce qui me déplaît, c'est les séances de côte. Et ce qui me plaît, le fractionné et le long. Sophie, de ton côté, qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui te déplaît dans ta pratique aujourd'hui, depuis qu'on a commencé l'aventure ou depuis que tu as commencé la course à pied? Oui, parce que moi, ce qui me déplaît aujourd'hui, c'est de pas pouvoir courir tout le temps, d'être obligée de m'arrêter et de marcher. C'est ça qui me déplaît. Mais sinon, après, je pense que j'ai pas assez de recul par rapport à vous tous sur la pratique de la course à pied pour vraiment dire ce qui me déplaît. J'ai pas autant d'expérience encore. Pour l'instant, ça va, c'est ok. Marine, de ton côté? Pour ma part, ce qui me plaît, je suis plutôt sur les sorties longues. Et ce qui me déplaît, ça serait plutôt des séances comme aujourd'hui un peu spécifiques, là où on doit maintenir une allure un peu trop longtemps à mon goût. Alors ça, c'est
Non, ça, j'aime pas trop ça. Je suis pas amie avec ce genre de sortie. Mais ça viendra peut-être un jour, hein. Il y a peut-être un cap à franchir. Sophie, tu parlais justement d'expérience, j'ai pas assez de recul. Malgré ça, tu enchaînes semaine après semaine des sorties qui vont être pour l'instant peut-être un petit peu répétitives parce que tu es dans un processus de réathlétisation, on sort de cette blessure au genou. Après, on peut mettre plein de variétés et c'est là aussi où l'interaction entre l'athlète et la personne qui l'accompagne va être importante. Également, ce que Pierre peut vous apporter dans son accompagnement sur le plan mental, c'est de tisser des liens et de comprendre un petit peu comment vous fonctionnez. Si Emmanuel n'aime pas les côtes, on va peut-être pas lui en mettre toutes les semaines, effectivement, mais elle sait au fond d'elle que ça peut quand même la faire progresser et malgré ça, elle les fera. Mais il y aura sans doute moins de plaisir que sur d'autres séances. Cédric, de ton côté, si on dit le bitume, j'aime pas, on n'est pas très loin de la vérité quand même. Ouais, mais bon, allez, on va dire que quand je vois au loin, quand il y a du faux plat. Après, voilà, s'il faut un peu de bitume, je m'y fais, hein. Mais du moment que j'ai des chaussures aux pieds, on va dire que il n'y a pas trop de soucis. Mais quand ça se prolonge un petit peu sur du chemin de halage, où je vois 3 kilomètres, ouais, non. Là, ça me déplaît. Et il suffit que le vent vienne encore se rajouter à la partie, là, c'est fini. Là, c'est une sortie qui est difficile. Mais sinon, non, du moment que je mets mes pompes, rien ne me dérange. Tout va bien quand tu es dans tes pompes. Exactement, c'est ça. C'est le marqueur. Voilà, du moment que j'ai des pompes aux pieds ou mes sandales, pas de problème. Et c'est là du coup aussi où c'est intéressant, c'est de se questionner sur pourquoi du coup cet objectif-là, alors que les chemins un peu redondants, etc., c'est pas forcément quelque chose où tu prends le plus de plaisir. Pourquoi aller sur un marathon qui est quand même plutôt plat, même si il n'est pas plat, mais quand même un peu. Tu vois, enfin, c'est ça qui est aussi intéressant à aller questionner. Bah, si je peux me permettre, je vais y répondre, hein, justement, Bien sûr. pour tenter le marathon, justement, pour casser les codes, pour aller essayer, tout simplement, pour aller me faire violence, pour dire que je suis marathonien, tout simplement, je veux le faire. On se compare beaucoup à moi, justement, en disant, ouais, t'es un fou, tu fais 100 bornes, alors que moi, je trouve que les marathoniens ont plus de mérite que moi. Enfin, voilà. Donc, j'ai envie d'essayer ce côté, j'ai envie d'aller voir les deux côtés, tout simplement. Justement, Pierre, dans cette fixation d'objectifs, comment on peut aborder ces notions quand on aborde une préparation? Parce qu'on parle souvent de performance. L'objectif, c'est quand même différent. Comment on peut apporter quelques éléments de réponse à nos athlètes du soir et aux auditeurs qui nous écoutent? Alors, en fonction, bien sûr, hein, je parle pas des élites ou quoi que ce soit, mais vraiment sur le sportif ou la sportive amateur. Moi, j'aime bien parler plutôt de changement escompté, c'est-à-dire quel changement je veux opérer, avant de parler d'objectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, selon moi, un objectif, on l'atteint ou on l'atteint pas. On a vraiment ce côté un peu binaire du truc. Et moi, j'aime beaucoup la nuance dans les choses. Et en parlant de changement, c'est-à-dire, j'espère, dans les changements que je veux mettre en place, arriver à faire mon marathon en 4 heures. Je dis un exemple tout bête. Mais dans ce cheminement que je vais mettre en place, et ben si ça se trouve, je vais arriver à d'autres choses qui finalement vont me permettre de conserver un bien-être avec lequel je suis OK, et qui finalement, j'ai pas atteint l'objectif de départ que je m'étais fixé au départ. Par contre, ça m'a fait grandir, ça m'a fait apprendre des choses sur moi, ça m'a fait voir que j'étais capable ça m'a fait gagner un peu de confiance en moi, etc., etc. Si je prends l'exemple de Sophie, avec tu me dis si je me trompe, mais ton objectif c'est de faire le 10 km. Tout à fait. Tu as la blessure qui arrive en cours de route, forcément tu as dû revoir ton objectif. Avec peut-être un questionnement à un moment donné de se dire est-ce que déjà je vais pouvoir prendre le départ. Voilà. Donc ça c'est des aléas, c'est des choses qui arrivent. Si on parle vraiment que de l'objectif et si on est focus sur l'objectif, le risque, je trouve, selon moi, ça c'est pareil, il peut y avoir plein de versions différentes, mais en tout cas, dans mon approche, le risque que moi je peux identifier, c'est de se dire,
bah du coup la personne elle va complètement se démotiver, elle va tout arrêter parce que bah je suis blessé, du coup je pourrais pas le faire. Alors que si on réajuste en disant tout simplement, je réajuste la philosophie dans laquelle je m'intègre dans cette préparation, ça va être bah d'abord on va soigner ce genou, on va réathlétiser tout ça, et peut-être que juste l'objectif c'est de terminer ces 10 kilomètres là. Peut-être qu'il y aura 2-3 minutes de marche dedans parce que bah déjà il y a un ravito, alors ça c'est cool, c'est un prétexte pour pouvoir marcher un petit coup. Tout simplement parce que aussi j'ai trop mal, et puis parce que peut-être que ce qui est important c'est l'après. C'est-à-dire si c'est pour arrêter après le 10 kilomètres, c'est dommage. Alors que de se dire, bah, j'ai mis tout ça en place. Oui, j'ai une blessure. Mon objectif, c'était de faire les 10 kilomètres en courant. Et ben, j'ai marché 2 fois. Et ben, c'est comme ça. Mais au moins, je peux continuer à courir et je peux continuer ma réathlétisation et je peux reprendre un rythme qui me convient, sur lequel je prends plus de plaisir. Tu vois? Et au moins, là, on est sur une vision qui est beaucoup plus à long terme et qui, pour moi, est plus durable et plus saine. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, oui, je crois que je l'ai un peu plus accepté. Mais oui. Se dire que oui, ça va être mon premier 10 kilomètres officiel, on va dire, et je m'étais fixé un objectif, et là, oui, je crois que j'ai accepté le fait que, je vais peut-être devoir marcher, effectivement. Après, le but, c'est de pouvoir continuer de courir après et de pas, me reblesser plus, et voilà, juste dire, j'ai couru les 10 kilomètres à Cheverny, et, super. Non, il y a d'autres choses derrière. Voilà. Et du coup, ça me fait du bien de l'entendre. C'est pour ça que Pierre est là ce soir, pour pas vous pousser dans vos retranchements. C'est pas le sujet du soir, mais au moins pour vous faire prendre conscience que vous avez, depuis le début de la préparation, réalisé un bon bout de chemin, et que malgré les hauts, malgré les bas, je pense que vous êtes différent de celles et ceux que vous étiez quand vous avez commencé la prépa, et vous le serez encore dans une autre version au passage de la ligne d'arrivée le 25 et 26 avril prochain. Tu me dis si je me trompe, Pierre, mais c'est un peu le chemin qu'on accomplit avec ces athlètes depuis quelques semaines. Tout à fait. Et moi, je pense que ce qui serait intéressant, notamment sur la phase sur l'épisode de bilan, de débrief, c'est alors certes d'aborder l'aspect physique et ce que ça vous a apporté sur ce point-là, mais aussi sur l'aspect psychologique, mental, et sur votre bien-être au quotidien, parce que on sait tous que quand on se lance dans une pratique, il y a des changements physiques, mais pas que. Et voilà, moi c'est toujours des choses que j'aime bien suivre avec attention sur les personnes que j'accompagne ou que je suis à distance. Est-ce que tu penses qu'il faut le matérialiser, l'ancrer, mais au sens propre, avec un stylo, un papier, pour garder trace de tout ce cheminement? Parce que on est toujours dans l'urgence. Un objectif va en pousser un autre, on a une séance qui va en pousser une autre, et puis le rush de la vie quotidienne, tu l'as dit, on a des parents, on a des enfants à gérer, un boulot qui est parfois très prenant, mais de se poser pour se dire voilà ce que j'ai fait sur ma semaine. Comment tu fonctionnes avec les athlètes que tu accompagnes pour leur faire prendre conscience de ce cheminement et de regarder parfois un petit peu dans le rétro tout ce qui a été accompli? Alors pour les personnes qui sont à l'aise avec le fait d'écrire des choses, je leur fournis un petit livret de suivi où au départ on va formaliser, on va écrire quel est leur rêve, quel est leur projet, quel est leur objectif. Puis après, je vais me servir d'un outil que j'ai un peu remanié qui s'appelle l'Ikigai. Donc l'Ikigai, grosso modo, c'est un outil pour aller chercher sa raison d'être. Je le schématise, je vais pas me faire sauter dessus parce que je l'ai pas expliqué correctement, mais grosso modo, on fait le point entre ce qu'on aime, ce pourquoi on est doué, ce pourquoi on est payé, ce dont le monde a besoin. Enfin, on fait un petit mix de tout ça. Donc moi, je l'ai réajusté. Et puis après ça, j'ai un suivi séance par séance. Alors, séance clé par séance clé. C'est-à-dire que là, sur une prépa, vous êtes à 3 ou 4 séances par semaine. Le livret, il a pas assez de pages pour toutes les noter. Donc, c'est vraiment faire un suivi avec
la météo du jour, comment je me suis senti, la durée, quel était l'objectif de la séance, quelle était la thématique de la séance, et puis toutes les pensées qui ont pu passer à ce moment-là. Et puis à la fin de ce livret-là, j'ai un tableau récapitulatif avec les pensées parasites, c'est-à-dire toutes les pensées négatives qui cheminent dans notre tête un peu tout le temps, on va dire. Et en face de ça, les pensées parades, pensées boucliers ou les pensées un peu plus positives qui nous permettent de changer notre discours interne. Voilà, donc j'ai ce livret de suivi là, et puis on fait le point assez régulièrement dessus. Certains athlètes se l'approprient très facilement parce qu'ils sont à l'aise avec l'écrit, d'autres pas du tout. Et ceux pour lesquels ils sont pas à l'aise, c'est moi qui écris, tout simplement. C'est moi qui prends des notes et puis je compile tout ça. Donc là, on est vraiment sur de l'accompagnement très très proche. Quand tu dis un débrief après chacune des séances, clé, tu l'as dit, hein, pas toutes les séances forcément, mais ça rejoint un petit peu ce que l'on peut attendre sur le plan de l'accompagnement sportif, d'un débrief pour savoir comment s'est passée la séance. Là, on est sur une sphère un petit peu plus personnelle, tu l'as dit, avec le baromètre un petit peu intérieur, la météo intérieure pour savoir comment on l'a vécu. Est-ce que tu penses, Pierre, qu'il faut, avant quelconque séance d'entraînement, se préparer? Comme on va échauffer son corps à l'effort physique, est-ce qu'il faut avoir ce petit sas de décompression ou cet échauffement mental pour se mettre dans la séance? Si je regarde, moi, mon cas personnel, et je vais vite le mettre de côté, je regarde toujours un petit peu quelle va être la thématique de la séance, à quel moment je vais pouvoir la faire pour trouver le moment opportun dans mon emploi du temps et déjà, pas m'imaginer, mais me voir en train de réaliser cette séance-là. Est-ce que toi, tu as des conseils qui vont dans ce sens-là ou un fonctionnement tout autre, mais pour échauffer son mental avant de se positionner dans l'effort physique? Oui. Et là encore, certaines personnes n'auront même pas besoin de se poser la question parce que dans leur fonctionnement, c'est j'ai ma séance, j'y vais. Voilà, ça part comme ça. Je vois Cédric sourire, je pense que tu dois fonctionner un peu comme ça. Après, d'autres personnes, ça va être plus complexe. Où s'il fait pas beau, tout de suite ça rajoute un paramètre qui motive moins, on va dire. Moi j'ai souvent tendance à expliquer que la météo c'est juste un paramètre pour te dire comment faut t'habiller. Après tu vas faire ta séance et puis tu vois bien ce qui s'est passé. Mais ce qui est quand même important, je pense, c'est en tout cas avant chaque séance. Si on prend l'exemple d'Emmanuel qui n'aime pas les séances de côte, quand sur le programme c'est marqué séance de côte, peut-être quelque chose qui peut être intéressant à étudier, on va dire, en tout cas à se questionner, ça va être qu'est-ce que tu te dis au moment où tu vois écrit séance de côte, et qu'est-ce que tu mets en place pour te dire allez, j'y vais quand même si ça me plaît pas. Quel plaisir t'arrives à trouver quand même dans le fait d'y aller? Je me dis que ça va me faire progresser. Voilà. Mais des fois, ça, c'est des questions sur des choses qu'on n'aime vraiment pas du tout, des séances sur lesquelles on est en difficulté. C'est des choses qu'on n'arrive pas à débloquer tout seul. Et l'accompagnement mental peut aussi arriver sur ce type de point-là. Et de se dire, ok, on va chercher quelque chose de positif dans le fait de faire ce type de séance. Pareil pour les chemins de halage. Il y a forcément des moments où il va y avoir des longueurs un peu. Donc ça va être utile. Pareil, Sophie, sur le 10 km, il y a des moments où tu vas peut-être te retrouver dans le dur, et c'est normal. C'est qu'est-ce que tu vas te dire à ce moment-là? Si tu dis mince, c'est mon genou, ça repart. Oui, ok, t'as une douleur, t'analyses la douleur, mais c'est du coup quelle pensée tu vas mettre en face pour réadapter ton action. Est-ce que du coup tu marches? Est-ce que tu te dis je connais cette douleur, je peux encore continuer un petit peu, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est des choses que l'entraînement finalement vous prépare à tout ça. Et se poser la question, c'est déjà anticiper et de pas se faire piéger le jour J, en fait. C'est surtout ça l'intérêt de la préparation mentale c'est un peu un pléonasme, mais en amont, c'est vraiment d'essayer d'identifier toutes les petites choses qui pourraient bugger
et savoir ce qu'on va en faire. Est-ce que ça nous booste ou est-ce que ça nous démobilise? D'où l'intérêt aussi des sorties longues et de les tester en mode là c'est comme si j'y étais, quoi. Alors en termes de plan, de stratégie, Pierre, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il faut en avoir plusieurs? Parce qu'on le disait tout à l'heure, le simple fait d'avoir un objectif kilométrique, ça ne suffit pas à nous faire passer la ligne d'arrivée. Comment on les met en place, ces stratégies, ces changements escomptés, comme tu l'évoquais tout à l'heure? J'ai pas de recette magique. Sur les stratégies, moi j'aime bien accompagner les gens à avoir plusieurs scénarios possibles dans leur tête. Le premier, génial, tout se passe bien, tout va bien. Voilà, je suis dans un état, on en entend souvent parler, l'état de flow où on a l'impression que tout ralentit, mais nous on est bien, on est top, et puis en plus le chrono il suit, tout va bien, super. On le maîtrise pas. Ça arrive, ça nous tombe dessus un peu comme ça, mais parce qu'on a mis plein de trucs au préalable en place. Mais même avec la meilleure prépa qu'on peut faire, ça peut ne pas arriver. Après, une autre possibilité, c'est, je sais pas, je reprends la météo, il y a un gros orage qui arrive au moment où je suis au 20e kilomètre. Voilà, super. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je réagis? Comment je m'adapte? Et anticiper. Alors là, sur le marathon, puis à cette période-là de l'année, ça devrait aller. Mais c'est vraiment ça. C'est trouver les scénarios possibles et essayer de mesurer l'impact qu'il peut y avoir derrière. Et j'aime bien aussi aller jusqu'à parler de l'abandon en fait de la course. Et si j'arrête la course, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ta famille s'en va? Est-ce que les gens vont plus t'aimer? Est-ce que ceci, cela, enfin tout ce truc-là. Quel est l'impact derrière de je n'atteins pas ce que je m'étais fixé? Ça, il y a que vous qui pouvez avoir la réponse. Moi, je l'ai pas, mais je suis là potentiellement pour vous accompagner à faire émerger cette réponse-là. On va leur poser la question si les objectifs que vous êtes fixés ne seront pas atteints ou venaient à ne pas être atteints. On va poser quelques conditions. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que vous seriez déçu? Est-ce que vous seriez peiné? Est-ce que votre famille vous abandonnerait du côté du Loir-et-Cher et vous devriez rentrer à pied à la maison? Dites-nous tout. Oui, une forme de déception, je pense, pour tout le monde. Qui tout le monde? Oui. Je pense pour nous 4. Je pense. Tu m'avances peut-être, mais... Dire oui, je rejoins Sophie, il y aurait forcément de la déception, mais pas forcément sur l'instant T, ça sera plutôt l'après. Moi, je sais que ce sera dans les heures qui vont suivre, voire les jours qui vont suivre. Mais sur le moment, non, je me dis que je vais faire le maximum. Et puis, par exemple, si physiquement, parce que ça va être le gros doute de ce genou qui va tenir ou pas, si ça tient pas, ça tient pas. Tant pis. Et j'en profiterai pour tester les ravitaux que je ne compte pas pouvoir explorer. Mais là, ça sera l'occasion si le genou ne tient pas. Voilà. Cédric, vas-y, je te laisse rebondir. Comme dit, pour moi, c'est une option qui n'existe pas, l'abandon. Dans ma tête, c'est hors de question. Il faut vraiment que j'ai une cheville en moins, et encore. Donc, quand je commence quelque chose, je veux le terminer. Coûte que coûte. Je dis toujours que je finirai même sur les dents. Donc, je finirai même sur les dents, s'il le faut. Et s'il faut, on prendra l'apéro avec Marine, je l'attendrai, il n'y a aucun problème. On pourra faire ça comme ça, on sera tranquille. Mais non, pour moi, c'est pas une option. Mais si maintenant ça devait vraiment arriver, si vraiment il devait arriver quelque chose de grave, parce que voilà, il faut aussi s'y préparer, je serais très déçu, ouais. Je me dirais que j'ai pas assez bossé physiquement, voilà. Mentalement, j'ai aucun problème là-dessus. Je sais qu'il y a des caps à passer, hein. Je suis préparé à ça. Mais par contre, physiquement, je m'en voudrais de me dire j'ai pas assez renforcé, j'ai pas assez fait mes séances, j'ai mal. Enfin voilà, là oui. Mais sinon, non, je finirais. Emmanuel, de ton côté, qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'une forme de déception de ton côté?
Bah oui, effectivement, si j'atteignais pas l'objectif, je pense qu'effectivement je serais déçue, oui, sur le moment, et après moi je relativiserai sûrement plus tard. Pierre, est-ce qu'il faut finir sur les dents comme Cédric pour atteindre son objectif? Bah ça, c'est un choix personnel si tu as des bonnes dents. Ou un bon dentiste? Ou un bon dentiste et une bonne mutuelle, fais-toi plaisir. Non, après, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment propre à chacun et à la relation que chacun a avec son corps, son engagement, etc. Il n'y a pas c'est pas mieux de finir, d'avoir un discours, je vais finir sur les dents, ou mieux d'avoir un autre discours. Enfin, c'est vraiment, tant que ça colle à ce que la personne, à ce que l'athlète souhaite, bah, ok. Par contre, je pense que derrière, il faut être conscient aussi de potentiellement ce que ça peut impliquer en cas d'échec. Alors encore une fois, l'échec c'est pas grave, hein. Ça arrive, on a le droit d'être déçu aussi, il y a aucun souci. Mais voilà, c'est réussir à étudier un peu tout ça, si ouais, comment je vais réagir malgré tout, si comme tu disais Cédric, si je sais pas, tu te fais une cheville. Bon, il y a forcément des moments où l'abandon il est contraint et parce que c'est un fait de course, ça peut arriver. Et moi, quand je vais sur ce terrain-là avec les athlètes, c'est pas pour leur mettre dans la tête la possibilité que c'est possible d'abandonner, c'est surtout pour qu'ils puissent se questionner sur l'impact de la non-réussite de leur objectif, en fait. C'est surtout pour apporter le questionnement. Alors la question, Pierre, est-ce qu'il existe un bon abandon? Il y a le bon abandon et il y a le mauvais abandon? Alors, pour moi, le bon abandon, c'est celui qui te permet d'éviter que ton intégrité physique soit mise en cause sur le long terme. Ton intégrité physique et mentale. Débrouillez-vous avec ça. Moi, ça me va. Moi, ça me va. Et la notion de long terme, pour moi, elle est importante. Est-ce que tu croises dans ce cadre-là des athlètes qui vont se mettre une pression monstre parce que l'objectif n'est pas forcément le leur, mais ce qu'ils renvoient à leur entourage, à ces personnes qui peuvent les suivre, à ces personnes qui vont faire la course avec eux? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté comparaison qui peut être parfois délétère dans nos différents pelotons et dans les personnes que tu peux suivre? Alors sur la course à pied, pour le moment, ça, je l'ai pas forcément trop rencontré. Je l'ai plus rencontré sur des athlètes, sur des gymnastes notamment, où il y a une relation avec le coach ou la coach qui est assez forte. Et du coup, la notion de si je tombe à la poutre ou si je tombe à la barre, aux anneaux ou je sais pas quoi, je vais décevoir le coach. Celle-ci, c'est énorme. Ça, l'impact, la relation là-dessus et du coup la pression qui est mise, elle est très très forte. Sur la course à pied, je l'ai peu rencontré pour le moment parce que j'accompagne pas des élites sur la course à pied et qui ont du coup ou des personnes qui sont en semi-pro ou quoi que ce soit. Je pense que c'est plus dans ce cadre-là qu'on va le retrouver. On pourrait le retrouver vis-à-vis de peut-être de la famille ou d'autres. C'est-à-dire que si la motivation qu'on a, elle est externe. Je m'explique. Je me lance un défi quelconque pour récolter des sous pour une cause. Et du coup, la pression et la motivation, en tout cas, qui va me faire aller m'entraîner, elle est certes, peut-être que j'aime courir, etc., mais elle est aussi parce que je veux servir une cause. Et du coup, le seul moteur, entre guillemets, le moteur le plus fort, en tout cas, qu'on va avoir, c'est une cause qui est externe. Et le risque, c'est d'aller au bout du bout du bout parce qu'on ne veut pas décevoir la cause qu'on est en train de soutenir. Et je pense que c'est là aussi où c'est hyper important d'être au clair dans le pourquoi on fait les choses. Pourquoi on s'est lancé ce défi-là? Pourquoi on s'est lancé cette distance-là? Et d'essayer de vraiment identifier ce qui nous appartient, ce qui est notre motivation intrinsèque, on va dire, interne, et ce qui sont des motivations externes. Motivation externe, ça va être je veux rendre fier mes enfants, je veux rendre fier ma famille. Ok, super. Ça, si on l'étudie un petit peu, c'est-à-dire que si on finit pas la course ou si on n'atteint pas, ils seront quand même fiers. Hein. Enfin, voilà, faut aussi remettre un petit peu les choses dans le contexte, mais c'est hyper important d'identifier
clairement ce qui vient de nous, de ce qui vient pas de nous. Je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que, au cours de cette préparation, vous avez eu des angoisses, des craintes par le fait d'être mis en avant sur ces épisodes de podcast et ce que ça représente derrière auprès de la communauté du podcast À côté de mes pompes, de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, ou alors pas du tout. Vous avancez, vous réalisez vos séances d'entraînement sans que ça ne puisse vous atteindre et vous perturber. Sophie? Pareil qu'Emmanuel. Emmanuel a fait non. Voilà. Ça n'a pas d'impact. Par rapport à toi, peut-être, pour le temps que tu nous dédies, voilà. Voilà. Je me dirais, mince, c'est notre projet en fait à tous les 5. Mais j'ai envie que tous les 4, on aille jusqu'au bout. Et pour nous, et aussi pour toi, parce que tu as donné ton temps pour nous accompagner. Mais après, voilà, c'est vrai que tout ce qu'il y a autour n'a pas forcément d'impact sur ma préparation et sur mon objectif. Marine, est-ce que ça joue sur ton entraînement et cette échéance qui approche? Non. Ben non, ça n'a pas d'impact. Totalement zen, Marine. Non, franchement, ça joue pas. Ça joue pas sur ma motivation, sur une quelconque pression que je peux me mettre. Je me dis que les gens, ils s'en fichent de toute façon de ce que je fais. Je le fais pas pour eux, je le fais pour moi. Donc voilà. Cédric, est-ce que tu es aussi zen que Marine? Bah écoute, oui, moi je suis plutôt zen. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un cocon, que pour l'instant les gens nous suivent peut-être de plus haut, de plus loin. Enfin voilà. Donc pour moi il y a aucun stress. C'est justement on évolue très très bien je trouve. Donc moi j'ai hâte qu'on sorte du cocon justement. Enfin voilà, je vois ça un peu comme ça. J'ai l'impression qu'on est dans notre petite bulle, notre petite vie de château. Donc pour l'instant voilà, on n'est pas sur le prime. Donc tout va bien pour l'instant. On se prépare, on est à fond, on est tous motivés. Donc ouais, non, super cool. Pierre, comment tu peux rebondir sur ce qu'ils viennent d'évoquer? Je pense que déjà, ça met bien en lumière le type d'accompagnement que tu proposes, Seb. C'est-à-dire que tu proposes des séances, tu accompagnes, tu réajustes, sans mettre la pression et sans que les personnes que tu accompagnes se sentent redevables de quoi que ce soit. Et ça, je pense que c'est hyper important. Ce type d'accompagnement-là. Voilà. Pour le subir aussi de mon côté. Non, pour moi, ça met vraiment ça en lumière. Tu vois, que vous vous sentiez pas tous les 4 redevables de il faut absolument que j'y arrive parce que quand même Seb il a passé du temps, en plus on fait des podcasts, des machins et tout, c'est du temps, potentiellement c'est de l'argent, voilà. Donc j'y pensais pas jusqu'à maintenant. Ouais, voilà. Voilà, tu vas les faire douter, Pierre. Merci de tout saboter ce soir. Je plaisante évidemment. Et du coup, je trouve ça hyper sain. Et je trouve ça pourra que vous permettre d'aller chercher de belles choses dans leur globalité, j'entends. Pour rebondir sur ce que tu disais, Sophie, tout à l'heure, c'est vrai que le groupe s'est constitué, le tirage au sort a été effectué, et c'est moi qui ai choisi de faire appel à des auditeurs, à des personnes qui suivaient le podcast pour vous proposer ce format-là. Et ce qu'on se dit sur le groupe WhatsApp de façon quasi quotidienne, c'est que c'est un plaisir que de pouvoir échanger où chacun va raconter un petit peu ce qu'il a fait durant le week-end, durant ses sorties, de montrer un petit peu votre environnement de sport, votre vie un petit peu familiale. Et ce que dit Cédric, c'est totalement ça, c'est qu'on a hâte de pouvoir casser un petit peu cette barrière de l'écran, déjà de se retrouver et de pouvoir discuter avant même peut-être d'évoquer le côté sport et ce pourquoi vous êtes là ce soir, à savoir ce côté marathon et course du côté de Cheverny. Et je trouve que
ça a bien pris. C'est un petit groupe qui fonctionne, qui avance avec parfois des doutes, parfois des questionnements. Et je pense que Pierre nous dira que c'est normal, que le chemin n'est pas totalement linéaire dans une préparation. Et malgré ça, on se remobilise, on s'encourage. Et quand les blessures arrivent, quand les bobos arrivent, quand les soucis perso arrivent, chacun a sa place, a son petit mot pour réconforter l'un et l'autre. Et je trouve que ça, c'est une force dans ce fonctionnement du groupe, dans toute cette préparation que l'on mène depuis de nombreuses semaines. Tout à l'heure, vous parliez de plaisir. Et je pense que cette notion, elle est aussi amplifiée par le fait du petit groupe que vous avez créé autour du projet. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir de préparer, etc. Mais aussi, vous venez de le dire, le plaisir d'aller vous retrouver le jour J. Voilà, sur le même lieu, sur tout ça. Et je pense que ça, c'est aussi un petit moteur du coup qui est externe, mais qui du coup amplifie le plaisir d'aller vous préparer pour pouvoir aussi profiter de cet événement-là, quoi. À quelques encablures, Pierre, de la course, dans les heures qui vont précéder, dans ces jours qui nous rapprochent et qui avancent vite jusqu'à ce marathon de Cheverny, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que nos 4 athlètes de ce soir soient aussi zen jusqu'au coup d'envoi de leur compétition? Eh ben, ça va dépendre du tempérament de chacun. Mais il se peut que y ait un petit stress qui commence à pointer le bout de son nez. Alors là, à 15 jours, peut-être pas tout à fait tout de suite. Il y a peut-être encore une sortie longue qui, je crois, du côté de Marine, non, qui doit arriver dimanche. C'est pas ça que tu me disais, Seb? Ouais, il y a encore une sortie qui est un petit peu longue. Cédric, lui, il va s'affûter tranquillement. Et Emmanuel et Sophie sur le 10 km. Alors, Emmanuel, elle a quand même des sorties longues avec la préparation de Saumur. Mais sur le plan 10 km, on a un peu moins cette notion d'affûtage. Et il y a encore des séances de qualité à passer. Mais c'est vrai que pour Marine, la dernière sortie longue approche à grands pas. Bah, c'est en fait vraiment d'être à l'écoute de toutes vos sensations. Elles vont changer. À l'approche là de l'échéance, il va y avoir des questionnements des fois. Enfin, tout à l'heure, je disais un peu des périodes peut-être de douleur ou on se sent pas bien parce que on n'est plus sur le même rythme parce qu'on ralentit un petit peu. C'est d'être à l'écoute de ça, mais de pas non plus en faire tout un stress qui va vous faire paniquer, qui va vous faire ce dont Bruno parlait l'autre jour, la séance de trop pour vous rassurer, quoi. Suivez scrupuleusement le plan de Seb jusqu'à la fin et vraiment être à l'écoute de vos sensations. Et quand vous doutez, c'est de faire un petit pas en arrière et de se dire, de regarder dans le rétro et de regarder tout ce que vous avez pu faire. Je sais pas si vous, normalement, vous êtes sur IDEO, je sais jamais comment on doit dire, et vous pouvez mettre des petites remarques, etc. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour voir tout le chemin que vous avez accompli, ce qui va vous permettre des fois de relativiser la petite sensation de genre je vais pas y arriver, etc. Après, si vous êtes vraiment sujet au stress ou aux angoisses ou quoi que ce soit, c'est d'essayer d'identifier d'où elles peuvent venir. Qu'est-ce qui angoisse? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est si c'est de la peur, c'est quel type de peur? Et de pas forcément lutter contre, c'est-à-dire plutôt de l'identifier, d'accepter l'émotion, et après d'essayer de voir ce que vous en faites, plutôt que de lutter contre, en disant ah non il faut pas que je stresse. Bah là oui, ça. Si là je vous dis fermez les yeux et surtout n'imaginez pas un éléphant rose. Premier truc que vous allez visualiser, c'est un éléphant rose. Donc tranquillou, il y a du stress. Ok, je suis stressé. Pourquoi ça me stresse? Qu'est-ce qui me stresse? Qu'est-ce qui m'angoisse? Etc. Je pense que ça c'est quelque chose qui peut être vraiment utile et de surtout pas paniquer si la veille vous dormez pas bien, quoi. Dormez bien avant. Et si la veille vous dormez pas bien, c'est pas dramatique. C'est pas là où ça se jouera. J'allais te poser la question si tu avais une formule magique pour dormir correctement la veille. Non.
Non, non. Après, il y a plusieurs, il y a plein de techniques. Après, le problème, c'est que oui, je peux énumérer des noms de techniques, mais si elles sont pas adaptées à vos besoins, bon, voilà. Si je te dis Cédric, bah si, la veille c'est facile. Tu fais, enfin la veille. Déjà, si je te dis la veille de faire de la cohérence cardiaque, ça aura pas de sens. Mais voilà. Ou si je te dis, bah si, tu te fais une belle séance de relaxation et tu vas voir, tu vas super bien dormir. Bah Oui. peut-être, mais peut-être pas. Oui. Voilà. Donc, je préfère dire quelque chose de beaucoup plus général qui va être le sommeil et la dette de sommeil. Elle se fait bien en amont. Donc, c'est avant qu'il faut se reposer. Ok. La veille, souvent on dort mal quand même. Enfin, c'est quand même assez constant. Hein. En Donc, sachant que Cédric, Marine, Sophie vont faire le déplacement jusqu'à Cheverny. Ils seront pas dans leur environnement habituel, donc ça peut être un élément perturbateur également. oui, dans les petits conseils. Alors ça, c'est des choses que je découvre aussi au fur et à mesure. Hein. Mais surtout quand vous dormez pas chez vous la veille, peut-être prenez votre oreiller. Ça peut être tout bête, mais quand on est habitué à un oreiller, changer d'oreiller, bah des fois ça change beaucoup sur le sommeil. Voilà. Alors en général, quand je dis ça, on dit oh là là, mais je suis un vieux, je me déplace avec mon oreiller. Bah ouais, peut-être, mais au moins tu dors bien. Est-ce que vous avez des rituels d'avant-course, des choses qui vous rassurent par rapport à ce que Pierre a pu nous dire sur la veille de course, des choses que vous mettez en place qui sont un petit peu sacralisées? Cédric, toi qui as l'habitude, l'expérience des courses au long cours, est-ce que tu as des petites astuces, des choses que tu mets en place et qui te rassurent? Alors déjà, je prépare tout le pactage la veille. Je veux que tout soit carré la veille, histoire que tout soit nickel. Mes pompes, tout est déjà préparé. Et je médite. Je prends mon zafou avec et je médite. Tout simplement. Je lis, j'évite les écrans. J'évite énormément les écrans. Pas d'alcool, surtout pas d'alcool. Je parle par expérience. On évite parce qu'on dort hyper mal, à contrario de ce qu'on pourrait penser. Mais sinon, non, voilà. J'évite vraiment les écrans, je médite, et puis de la lecture. Ça m'apaise pas mal. Et puis voilà, comme dit, on dort toujours mal la veille, donc voilà. J'essaye un maximum de me détendre de cette façon. Je ne vais pas courir, par contre. J'évite de courir avant les grosses échéances. Justement pour éviter de me dire, ouais, là, je suis en forme, ou me tester. Je me connais trop bien pour ça, donc non, je reste dans ma petite bulle, je me mets ma petite musique, quelques mantras, et puis voilà. Emmanuel, est-ce que tu as des trucs, des astuces, des choses que tu mets en place de façon systématique, juste avant une course? Non, pas du tout. De confier les enfants aux grands-parents, non? C'est pas ce que tu avais dit sur un précédent épisode? Ah, mais ça, oui, il faut que ça soit organisé, effectivement. Pour bien dormir, Pierre, ça peut être une stratégie, ça. De pas avoir d'enfants, ouais. Ouais. Oui, il faut pas les avoir du tout. Sophie, est-ce que ça t'angoisse, cette période d'avant-course, ou zen, comme toute la préparation? Oh, je commencerais peut-être bien d'être un petit peu tendue quand même. Un petit peu quand même, malgré tout. Elle le montre On pas. dirait pas, hein. Si ça, je me rends compte que ça se rapproche là. Puis quand je vois le prix du gasoil, je peux te dire que je flippe, hein. Parce que je sais pas si je suis pas encore arrivée, hein, Sébastien. S'il faut que tu viennes en vélo de Vichy jusqu'à Cheverny, Bah, ça écoute, fait un petit échauffement. On verra avec Marine, hein. On va bien trouver un âne ou un truc, une charrette, un truc, on viendra. La grande vadrouille depuis l'Auvergne. Marine, tu te mets sur mes épaules. Pierre, dans cette avancée vers la course sur la ligne de départ, là, quelle pensée on doit adopter par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans cet épisode? Quels seraient finalement tes conseils pour bien gérer sa course? On a vu la stratégie, on a vu l'allure avec Bruno dans l'épisode précédent, mais là, sur le plan mental, qu'est-ce qu'on peut actionner comme levier pour que tout se passe bien et qu'on soit dans cet état de flow jusqu'à la ligne d'arrivée? Bah déjà, l'importance des routines,
Voilà, est-ce que j'ai les chaussettes dans lesquelles je suis bien? Est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai le bon ravito? Est-ce que j'ai voilà tout ça, tout ce qui va permettre de se mettre dans sa petite bulle de voilà, je suis là, je suis bien, je suis là, ici et maintenant. En fait, toutes les choses qui vont nous booster et faire que on se sent bien là où on est. On a le stress du départ, on a tout ça, on a plein de trucs à gérer. Alors des fois, là, à Cheverny, je crois qu'il n'y a pas trop ces questions-là, encore que, mais sur certains marathons ou certaines courses, il y a l'histoire des sas, et voilà, où des fois c'est ne serait-ce que trouver le sas, c'est déjà hyper compliqué. Donc ça rajoute un petit stress qu'on n'a pas envie de se mettre au départ. Bon, et ben étudier le truc avant, ça peut être une bonne option. Donc là, sur les jours qui arrivent, ça va être vraiment d'étudier de toutes les aspects techniques, on va dire, et organisationnels. À quelle heure j'arrive, quand est-ce que je récupère mon dossard, où est-ce qu'il est que je peux me garer. Enfin, vraiment tous ces trucs qui paraissent peut-être futiles ou logiques, bah, plus on les anticipe, moins c'est du stress le jour J en fait. Et au moment d'être sur cette ligne de départ, ben là encore, en fonction des personnes, certains et certaines vont avoir vraiment besoin de se relaxer en respirant profondément, en se récitant, tu parlais de mantra tout à l'heure, en tout ça. D'autres, ça va être en étant en interaction sociale plus avec tout le monde. Comment ça va, machin. Ils se connaissent pas, mais ils se parlent. D'autres, ils vont avoir envie de pleurer parce que ça peut être hyper émouvant de se retrouver sur la ligne de départ quand on s'est fait une prépa un peu chaotique ou même pas chaotique du tout des fois. Okay, c'est ok aussi. T'as envie de pleurer, pleure. Voilà, toutes ces choses-là qui, à mon sens, faut vraiment laisser vivre. Ça décharge et après on peut passer à autre chose. Que si on se réfrène, on est stressé, tout le monde vient nous parler alors qu'on n'a pas envie de parler et qu'on va se forcer à parler, ça nous rajoute un inconfort qu'on n'est pas venu chercher et dont on n'a pas envie. Et c'est tout l'importance aussi de faire un petit travail sur moi ce que j'appelle sur l'identification de son écosystème. C'est en gros voir toutes les personnes et toutes les choses qui gravitent autour de nous et d'identifier cette personne-là à tel moment elle me fait du bien. La même personne à tel moment au contraire elle me fait pas du bien. Elle a plutôt tendance à m'inhiber, ou à m'agacer même. Mais ça peut être tes proches, hein. Et le tout, c'est d'être clair avec tout ça et de pouvoir prévenir en disant là, je vous préviens, je risque d'être un petit peu tendu. Moi, sur la ligne de départ, je veux pas qu'on me parle en fait. Donc tu te mets dans ta bulle, etc. D'autres, ça va être moi avant de partir, j'ai besoin qu'on s'appelle. Voilà, c'est vraiment de réussir à identifier ce genre de choses. Et encore une fois, si on n'a pas envie de parler à des gens parce qu'on est trop dans son truc, on parle pas en fait. Il y a aucune obligation. Et puis celui qui comprendra pas pourquoi on lui parle pas, ma foi, on lui expliquera à la fin. Est-ce que vous retrouvez dans ce que Pierre vient de nous évoquer entre la personne très sociale et la personne qui va être beaucoup plus introvertie, enfin pas introvertie, mais dans sa bulle avec ce besoin de se concentrer et d'être un petit peu plus centré sur soi-même? Écoute, moi je vais prendre la parole, donc oui. Ouais, j'ai besoin d'arriver dans ma bulle sur la ligne de départ. Après, oui, il n'y a aucun problème, on peut parler, on peut débriefer de la vie, il n'y a aucun problème. Mais je crois jusqu'au au départ, ouais, j'ai besoin d'être dans mon truc. Je suis vraiment, on parle, on me parle pas, voilà, peu m'importe. Mais ouais, non, j'ai besoin d'être concentré dans ce qui va se passer. J'ai besoin de voir moi-même plus loin. Je m'imagine déjà sur plusieurs kilomètres, j'ai besoin de ça. Après, oui, une fois que c'est le coup de feu est donné, aucun problème. Aucun problème, on peut débriefer, on peut parler de tout et de rien. Aucun problème. Mais j'ai besoin de ça. Pierre, dans la course, on sait que tout ne va pas forcément se passer comme on le souhaite. On peut traverser des moments un petit peu plus difficiles, des moments où ça va tirer un petit peu plus, des moments où on va pas forcément avoir les jambes aussi fluides qu'au départ. Comment on va gérer ces moments où on sent que ça peut basculer, mais on va quand même essayer de rectifier le tir pour que ça aille jusqu'au bout?
Eh ben, en connaissant parfaitement son corps, je pense. D'où l'intérêt tout au long de la préparation alors ok, il y a toutes les datas, toutes les métriques, les machins, les cardio, les bidules, mais il y a aussi toutes les sensations et tous les ressentis qui sont hyper importants aussi à suivre. Parce que des fois, oui, pendant la course, on peut avoir une petite baisse d'énergie. Et elle vient d'où cette baisse d'énergie? Voilà, c'est aussi plus on a été à l'écoute de ça pendant les entraînements, plus on saura comment réagir au moment de la course quand ça arrive. Si ça arrive, c'est pas obligé. Et à partir de là, ça va vous permettre en fait d'identifier ce que vous pouvez corriger. Si c'est une petite baisse d'énergie, c'est de se dire ah mais oui, j'ai oublié le gel. Hop, et un petit coup de gel et il y a des chances que ça reparte. Si vous avez tout mis comme il faut et qu'à un moment donné, il y a une baisse d'énergie ou il y a un truc qui péclote, c'est là de prendre peut-être ce petit temps d'analyse et de se dire alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une douleur, une vraie douleur? Est-ce que c'est une appréhension de quelque chose? Est-ce que c'est ah ouais non mais en fait je vais trop vite là. J'ai voulu aller petit clin d'œil à Bruno. J'ai voulu aller plus vite au début et du coup je suis en train de le payer. Voilà, comment je vais réagir par rapport à ça derrière. Donc c'est prendre ce petit temps d'analyse. Alors des fois prendre le temps, comme ça on peut dire je vais pas m'arrêter pour prendre le temps. Non, mais des fois on peut continuer à courir et justement focaliser son attention sur le petit truc qui péclote pour pouvoir en faire quelque chose derrière. Voilà, ça peut être une stratégie. Une autre stratégie, ça peut être de se dire, je vais me concentrer sur autre chose. La pose de mon pied, concrètement. Et comment je pose les pieds, comment est ma respiration, etc. On va détourner l'attention vers autre chose. On fait diversion, en fait, tout simplement, pour laisser passer un petit peu l'orage. Des fois, ça va être, chez certaines personnes, non, mais moi, j'ai besoin de me concentrer vraiment sur ce qui péclote. Il faut que je le ressente, il faut que je l'éprouve pour pouvoir passer au-dessus. Voilà. Et ça, pareil, c'est variable d'une personne à l'autre. Donc, je sais pas comment vous fonctionnez par rapport à ça, ou sur un entraînement, ou sur une compétition, si à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas tout à fait comme prévu, on va dire, je sais pas, une petite douleur ou quelque chose comme ça. Quelle stratégie vous mettez en place, quoi? Cédric, en ultra trail, tu dois connaître ces périodes où il y a des hauts, il y a des bas, mais quand même, jusque sur les dents, tu continues à avancer. Bien sûr. Alors moi, la stratégie, c'est vraiment de penser complètement à autre chose. Je me mets complètement ailleurs. Voilà, si maintenant ça m'est arrivé à Annecy où je me suis fait une cheville au 39e, je crois. Donc sur 94. Ça faisait un peu long. J'ai pas le choix. Je voulais finir, donc je pensais complètement à autre chose. Et dès que la douleur revenait, on essaie de se mettre ailleurs, tout simplement. C'est le cerveau qui dicte à un moment donné ce qu'on doit faire. Donc on pense pas à la douleur, donc on la met de côté. Par exemple, on la met de côté. Et quand j'ai un moment de doute, je pense à des proches, à des gens à qui je tiens, à l'association pour laquelle je cours, par exemple. Voilà, des choses positives, ultra positives. Comme dit, le positif attire le positif, donc je vois ça un peu comme ça. J'essaie de penser à eux, je pense à quelque chose, comme dit, à mes proches, ou personnes de la sauce, enfin voilà. Ça m'aide énormément. C'est là où on peut dire, Pierre, qu'on a du mental, d'arriver à surmonter ces situations et à finalement évacuer une douleur, l'analyser, être centralisé, un peu focus sur ses sensations pour continuer son petit bonhomme de chemin et avancer sur ces différents kilomètres qui nous séparent de la ligne d'arrivée. Je dirais que c'est là où on voit qu'on a travaillé son mental. Parce que je pars du principe qu'on a tous du mental. Maintenant, il faut oser aller l'exploiter. Et on est tous capables là déjà tous les quatre autour de la table, mais là ce soir, vous avez tous du mental que vous avez travaillé, etc.
À partir du moment où on met des choses en place de manière régulière, bah, on fait travailler le mental, c'est sûr. Maintenant, c'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à le diriger vers au bon moment, sur les bonnes choses et plutôt sur de l'aspect positif que sur du négatif. La société actuelle nous pousse, et les médias et compagnie nous poussent quand même globalement à avoir beaucoup plus une réflexion négative que positive. Donc, je pense que faire preuve de force mentale, c'est aussi être capable d'aller chercher du positif et de réfléchir et de penser positif avant de penser négatif. Avant que l'on termine cet épisode, est-ce que vous avez tous les quatre des questions à Pierre avant qu'on ne réalise la conclusion? Emmanuel, je te laisse la parole. Moi, j'avais une petite question, c'est à quoi penser quand on est sur une sortie longue, par exemple? Eh ben, je te retourne la question. Tu penses à quoi pendant tes sorties longues, là, actuellement? Alors, le souci, voilà, c'est ça, en fait, c'est que je pense trop penser et du coup, le perso, entre guillemets, prend le dessus, je pense. J'ai beau soit écouter de la musique, soit écouter des podcasts, des fois, j'arrive pas à me concentrer, du coup, et la charge mentale prend le dessus. Et ça a quoi comme impact sur ta sortie longue? Bah, il y en a pas spécialement. Ok. Et est-ce que toutes ces pensées, cette charge mentale et tout, est-ce que ça te permet de, peut-être des fois de trouver des réponses aux questions que tu te poserais, qui n'ont rien à voir avec la course à pied, mais qui sont sur ton quotidien, etc. Ou de remettre un peu les idées au clair? Non, non, c'est vraiment, en fait, enfin, je vais sûrement parler pour Sophie et Marine. C'est que moi, par exemple, sur mes sorties longues, je me dis, mais je fais une sortie longue, mais j'ai tellement autre chose à faire à côté que je me dis, des fois, je me dis, mais enfin, va faire autre chose que faire ta sortie longue, quoi. Et c'est ça qui est. Et c'est pas que j'ai envie de finir vite la sortie longue, mais il y a autre chose à faire, quoi. Ça te fait une forme de culpabilité? Ouais. Ok. Et si et c'est sans être trop intrusif ou quoi que ce soit, hein, mais c'est quoi les autres choses que tu devrais faire à part ta sortie longue? Bah après c'est du quotidien. Après j'ai un petit qui a 3 ans, j'ai d'autres enfants, donc c'est du quotidien. Ouais, c'est la vie au quotidien, quoi, qui fait Ouais. que les sorties longues ou même les sorties, que ce soit le midi ou le soir, prennent du temps sur notre quotidien, quoi. Bah du coup, tu vois là, alors je mets des pincettes parce que du coup c'est la première fois qu'on échange, hein, donc normalement il y a quand même plus de travail derrière. euh, L'axe qui me semble intéressant là à soulever, c'est pas forcément ce qu'il faut se dire pendant ta sortie longue, parce qu'au final ça peut être pris comme une séance de méditation, comme une séance de je sais pas quoi. Tu fais le point avec toi-même. Il y a t'as tes pensées qui vont comme ça. Bah écoute, laisse-les penser, c'est pas grave. C'est plus aller travailler sur le côté impact familial et projet de famille autour de cet objectif-là, tu vois. C'est de se dire est-ce que tout est calé avec tout le monde, et pour que en fait toi tu puisses aussi aller faire tes sorties sans culpabiliser de ah mince, je vais y aller là, mais normalement je dois faire à manger, je dois faire la lessive, je dois faire etc. Tous les trucs que on connaît. Donc tu vois, c'est peut-être plus aller justement travailler sur ces aspects-là plutôt que sur ce que tu vas te dire pendant la sortie longue. D'accord. Tu vois. Et en tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que j'irai travailler par rapport à la question que tu évoques, en tout cas. Ok. Voilà. Parce que si je te dis bah si c'est facile, regarde le paysage, concentre-toi sur les oiseaux, sur tes pas, sur les trucs, super. Mais du coup quand tu vas revenir, tu vas te prendre un shoot de charge mentale en retour, tu vois. Alors que là potentiellement si tu
descends un petit peu en pression sur les attendus autour, peut-être que dans cette sortie longue, tu auras peut-être toujours des trucs dans ta tête, mais plutôt en mode ok, je laisse fuser, de toute façon je suis en train de courir, je peux pas les faire, et ok, ça fuse, ouais, je sais qu'il y a ça à faire, ouais, je sais qu'il y a ça, ok, super, mais tu les laisses vivre en fait, tu vois. Mais pour ça, faut réussir à redescendre un tout petit peu le curseur dans la mesure du possible. Je me remets bien sûr les pincettes parce que je ne connais pas tout le contexte de chacun et chacune. Voilà, de redescendre un tout petit peu son propre niveau d'exigence le temps des sorties longues, quoi. D'accord, merci. Pierre, pour conclure cet épisode, je te laisse la parole. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur cette quinzaine? Je te laisse nous faire un petit résumé, parce qu'il y a également des auditeurs qui se préparent à des échéances très importantes. Il y en a dès dimanche qui battront le pavé parisien pour le marathon, et puis marathon de Cheverny, Emmanuel derrière du côté de Saumur, et puis d'autres qui vont participer à des courses là sur ce printemps. Alors comment on peut les aider sur ce plan mental? Alors, toute première chose, n'oubliez pas que ce n'est que du sport, que nous sommes tous des amateurs et que notre vie dépend pas de tout ça. Donc, on respire, on redescend un petit peu en pression, on se fait plaisir et n'oubliez pas non plus que le plus gros du boulot, c'est tout ce que vous mettez en place avant. Elle est là, votre première performance. Et que le jour J, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le petit truc qui va faire que waouh, c'est une pierre supplémentaire sur toute la confiance que vous engrangez au fur et à mesure. Donc le travail se fait dès le début, vous êtes déjà bien avancé dessus, et le jour J, il se peut que un petit peu de stress et d'émotion vous gagne, et laissez vivre ces émotions. Ne vous mettez pas en concurrence ou en frontal avec ces émotions-là, laissez-les vivre, et ça ajoutera encore plus de piment à votre expérience. Et pour terminer, je préciserai que l'idée, c'est de pouvoir continuer après. Donc, prenez soin de vous du début à la fin, parce que c'est important. Pierre, si des auditeurs veulent faire appel à tes services, se sont sentis en phase avec ton approche de l'accompagnement mental, par quel biais on peut venir jusqu'à toi? Eh bien, par Instagram. J'ai une page Insta qui est alors hyper simple. C'est ALP-CC-mental-ET-sportif. Alors ouais, c'est un peu long. Seb, tu mettras le lien. Je remettrai le lien dans les notes de l'épisode, Pierre, ne t'inquiète pas. Voilà, donc n'hésitez pas, et l'accompagnement que je propose peut se faire très facilement à distance sans aucun problème. Voilà. Eh bien Pierre, moi je te remercie d'avoir accepté l'invitation alors que tu sors tout juste d'une grippe. Hein. La voix a tenu durant tout l'épisode, donc merci à toi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir apporté ton soutien à nos athlètes Emmanuel, Cédric, Sophie et Marine, que j'aurai plaisir à retrouver dans une quinzaine de jours maintenant. Merci Pierre. Eh ben merci pour votre confiance. Et chers auditeurs, eh bien moi je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, et vous retrouverez Emmanuel, Cédric, Sophie et Marine pour un épisode débrief avec peut-être quelques petites surprises prises au moment des courses du côté de Cheverny, des petits instants live qu'on essaiera de capter, et je vous souhaite une très belle semaine. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux, en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté, et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver, et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.